Bien, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier les organisateurs et Marie-France Reynaud de m'avoir invité ce matin pour ce partage d'expérience où j'ai l'intention de beaucoup apprendre. J'ai toujours l'impression et un immense plaisir en venant à Montréal, mais j'ai aussi un certain sentiment d'humilité et presque d'étonnement à être invité à parler de santé publique devant cet auditoire, un peu comme si en Bourgogne, en France, le sommelier était québécois et on pouvait s'étonner. Donc les stéréotypes s'évanouissent, on boit d'excellents vins à Montréal et on a fait un tout petit peu de progrès en santé publique en France. Alors effectivement, réduire les inégalités sociales de santé, c'est un défi majeur, comme l'illustre effectivement cette photo, qui est une photographie du cirque de Gavarnie en plein hiver. Et effectivement, on imagine que c'est difficile. Alors heureusement, les randonneurs savent, et André Gide l'a exprimé magnifiquement, qu'il est extrêmement rare que les montagnes soient abruptes de tous côtés. Donc ce que je vous propose de voir ensemble, c'est de quelle façon on peut trouver des passages dans ces montagnes, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors je pense que Marie-France en reparlera, mais tout simplement, cette diapositive pour vous montrer sur un travail qui date de 2012 que les inégalités sociales de santé sont toujours présentes, que c'est un fait social, un fait sanitaire extrêmement têtu qui ne régresse pas. Ici, c'est un ensemble de cohortes, un article publié dans PLOS qui montre qu'en fonction du niveau d'études, eh bien, vous avez aussi bien chez les hommes que chez les femmes des différences de mortalité qui restent considérables. Alors effectivement, en 2010, le Haut Conseil de la santé publique français avait proposé trois grandes pistes pour réduire les inégalités sociales de santé et sortir de cette fatalité qui marquait quand même un peu notre pays. La première était d'abord de se fixer un objectif explicite, ce qui, je dois dire, est un objectif qui est encore en cours dans notre pays, qui a débuté mais qui reste à confirmer. La deuxième piste était de se donner les moyens de suivre les progrès et de disposer d'un appareil statistique qui permette de repérer les inégalités sociales de santé, de les objectiver, en routine en tout cas, puisqu'on dispose de nombreuses études, et puis de suivre l'évolution et, de façon optimiste, les progrès de réduction des inégalités. Et puis la troisième piste, bien entendu, c'est agir, intervenir, et c'est ce qu'on va examiner ensemble. Alors, ce n'est pas mon mandat ce matin, ce n'est pas sur ma feuille de route d'examiner avec vous l'ensemble des déterminants de santé qui contribuent à construire les inégalités sociales de santé. Donc, je vais simplement me contenter du résumé de ce qu'on peut tirer de cette littérature et qui caractérise ces déterminants. Première constatation sur laquelle la littérature est d'accord, les innovations, les actions de prévention qui ne prennent pas en compte, qui n'ont pas dans leurs objectifs les inégalités sociales de santé contribuent souvent à les aggraver, tout simplement parce que les progrès, les innovations bénéficient à ceux qui en ont le moins besoin et sont les plus prêts à les acquérir. Alors la France est un bon exemple à cet égard, puisqu'effectivement on ne s'est pas fixé cet objectif de réduction et on a vu les inégalités se creuser. Deuxième constatation, le modèle biomédical basé sur les soins, sur la prévention médicalisée, n'est plus suffisant pour expliquer les inégalités sociales de santé. Le modèle s'est élargi à l'ensemble des déterminants sociaux de la santé, ce qui implique qu'une réflexion sur les interventions de réduction devra considérer l'impact de l'ensemble des politiques sur la santé. Troisième remarque, le terme d'inégalité sociale de santé recouvre maintenant, vous le savez, la notion de gradient social, donc autrement dit une élévation progressive de l'élévation du niveau de santé au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale. Et donc il n'y a pas de groupe qui soit à part avec une santé extrêmement dégradée versus d'autres groupes dont la santé serait satisfaisante. On est devant un continuum et donc la notion de ciblage va être difficile et ne va pas permettre de répondre correctement aux problèmes. Autre constat, les déterminants sociaux de la santé sont extrêmement nombreux, multiples, j'allais presque dire innombrables. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, ils agissent dès le début de la vie, dès la naissance, de façon irréversible.
si on pense au développement cérébral, les déterminants agissent tout au long de la vie. Enfin, ils concernent, on l'a vu, l'ensemble de la population, si bien que l'effet de chacun de ces déterminants est extrêmement partiel. Il faut renoncer à l'idée qu'on va trouver 2 ou 3 facteurs de risque ou déterminants majeurs sur lesquels on va pouvoir agir. On est face à une succession d'événements qui vont s'ajouter les uns aux autres ou imprimer, en tout cas pour les périodes critiques, la vie de chacun d'entre nous. Donc, une difficulté d'aborder l'ensemble de ces facteurs en même temps. Enfin, les temporalités sont multiples. J'ai dit que les premières années de la vie sont déterminantes. On sait que les premières années de la vie peuvent déterminer la survenue de maladies cardiovasculaires, de diabète à l'âge adulte, voire de cancer. Et on raisonne maintenant, vous le savez aussi, en enchaînement de causalité. C'est-à-dire que le temps où les épidémiologistes produisaient une myriade de facteurs de risque non reliés les uns aux autres est terminé. Aujourd'hui, on essaye de réfléchir en chaînant les facteurs de risque, en voyant comment chaque déterminant va entraîner l'apparition d'un autre déterminant qui lui-même va entraîner l'apparition d'un autre déterminant. Et finalement, la réflexion sur les interventions, ça va être d'examiner ensemble comment, dans cette chaîne de causalité, on va pouvoir l'interrompre au moment qui est le plus pragmatique et le plus positif possible. Dernier élément de la réflexion, c'est celle de la responsabilité individuelle. Bien entendu, elle est à la base de toutes les réflexions sur la justice. Et vous savez qu'en santé publique, parce qu'on raisonne en enchaînement de causalité, on considère que la responsabilité individuelle existe, mais qu'elle est liée aussi à toute une trajectoire de vie, à tout un environnement social, et que la santé publique ne peut pas se défausser facilement de la responsabilité sur l'individu. Autrement dit, la montagne est finalement assez abrupte. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bien entendu, on essaye d'apprendre des expériences antérieures. Donc on regarde la littérature internationale. Et dans la littérature internationale, en général, on va regarder les revues Cochrane. Et là, il y a quelques phrases qui reviennent de façon assez générale, qui sont que la qualité des études et l'ensemble méritent d'être améliorée. On regarde, en France en tout cas, alors je ne sais pas pour le Québec, mais en France, finalement, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'expériences visant à réduire les inégalités sociales de santé, mais c'est très rarement publié, donc parce que les financements ne permettent pas de ce temps qui est considéré comme un peu superflu. Et du coup, on est dans une situation presque de tradition orale. On sait qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est jamais publié. Et donc, on a du mal à apprendre des expériences antérieures. Sur un plan plus théorique, lorsqu'on lit la littérature face aux interventions de réduction des inégalités sociales, il y a 3 types de problèmes. Premier problème, les interventions sont publiées, donc décrites avec une grande précision, mais on a du mal à dégager ce qui relève dans l'intervention d'une logique d'intervention ou d'une théorie de l'intervention. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire de l'éducation? Est-ce qu'on veut faire de la promotion de la santé? Est-ce qu'on veut favoriser l'accès aux soins? Et puis le contexte d'implémentation. Or, une intervention qui échoue peut échouer parce que la théorie de l'intervention, la logique n'est pas bonne, ou tout simplement parce que si la logique est bonne, mais l'implémentation de l'intervention, la manière dont elle est mise en œuvre, a fait échouer cette théorie qui était exacte. Et cette distinction est rarement faite. Deuxième difficulté, il manque d'une typologie, d'une nomenclature, d'une classification, comme on l'a fait pour les animaux vivants il y a un certain temps. On se retrouve devant une pile de papiers, de littérature, d'articles, avec des tas de choses intéressantes qui ont été faites, mais on a du mal finalement à les classer et à s'y retrouver dans les différentes interventions. Lorsqu'on essaye de le faire, on s'aperçoit par exemple, et ce serait utile de le savoir en santé publique, qu'en santé-travail, 80% des interventions dans une revue récente relevaient d'approches individuelles, et on avait fait le même travail pour des interventions en population, où on avait trouvé à peu près les mêmes proportions, c'est-à-dire 80% d'approches individuelles portant sur les comportements, et puis des approches collectives, organisationnelles, finalement beaucoup plus rares. Donc il manque cette classification. Et puis enfin, on est à la recherche, je crois qu'il faut beaucoup travailler sur les critères d'efficacité. Je l'ai dit que
les revues Cochrane étaient relativement sévères vis-à-vis des interventions en santé publique. On manque de critères. Il faudrait réfléchir à inclure dans les éléments qui permettent d'entreprendre une intervention de santé publique, aussi bien les essais randomisés que les essais non randomisés, les études sur des expériences naturelles, les études d'observation, un ensemble d'arguments qui permettraient de ne pas attendre dans quelques années l'étude parfaite pour entreprendre, mais de pouvoir, sur ces éléments partiels, entreprendre une intervention tout en mettant, ça je crois que c'est très important, des modalités de suivi pour repérer d'éventuelles dérives, d'effets secondaires ou d'effets négatifs de ces interventions, mais en tout cas ne pas attendre l'intervention finale. Alors quelle population? Je disais que le gradient social concerne l'ensemble de la population. Donc ici vous avez le gradient social, c'est la barre en jaune, avec l'état de santé qui s'améliore au fur et à mesure qu'on va vers la droite, et puis une partie de la population avec, voilà, c'est ici un état de santé très très dégradé. Alors il y a deux abords. Si on dirige l'ensemble des interventions de réduction des inégalités sociales de santé vers les populations précaires et ciblées, on peut effectivement améliorer leur état de santé, mais comme vous le voyez sur ce schéma, l'état de santé en rouge va s'améliorer, mais pour une partie très très faible de la population, alors que le gradient social qui traverse le sommet de ma courbe de Gauss, là, qui concerne l'ensemble de la population, va rester inchangé, et par conséquent, on ne va pas réellement modifier le problème. D'où ces propositions qui sont dans le rapport Marmotte de politique d'universalisme proportionné, autrement dit, être capable d'inventer des interventions qui sont proportionnelles aux besoins des populations, c'est-à-dire des interventions extrêmement puissantes pour les populations qui sont au bas de l'échelle sociale, en situation d'extrême pauvreté, mais sans négliger pour autant des phénomènes plus fins, des interventions peut-être moins marquées dans l'ensemble de la population qui pourront améliorer l'état de santé pour l'ensemble de la population. Alors, quelles pistes peut-on proposer pour ces interventions? Je crois que c'est bien entendu une catégorisation comme une autre, mais première piste, c'est agir sur les facteurs fondamentaux. Donc, je parlais de chaîne de causalité. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs à la base, qui sont les inégalités de revenus, d'éducation, de pouvoir, c'est ce qui est souligné dans le rapport Marmotte. Donc on peut se poser comme objectif d'agir sur ces facteurs. Deuxième piste, réduire l'exposition des populations ou des groupes de faible niveau socio-économique, réduire leur exposition aux risques auxquels ils sont particulièrement exposés. Et je pense ici au travail, à l'habitat et aux différents comportements. Troisième piste, le système de santé existe, il a une vocation, donc favoriser l'accès à un système de santé à condition qu'il soit en situation de réduire les inégalités sociales de santé. On verra tout à l'heure qu'on peut se poser des questions à ce niveau-là. Et puis quatrième piste que je n'évoquerai pas par la suite, qui est de réduire les conséquences d'une atteinte à la santé sur la situation sociale, autrement dit les conséquences sur le travail d'une atteinte à la santé avec la difficulté de retrouver un emploi et une dégradation sociale. Donc 4 pistes. Et comment les mettre en œuvre? Alors je crois qu'il y a deux situations. On a vu qu'il y a des facteurs fondamentaux qui sont l'emploi, le revenu, qui échappent au système de santé. On peut difficilement concevoir que le ministère de la Santé pilote l'ensemble des politiques de transport, d'aménagement urbain, etc. Alors ici au Québec, vous avez l'article 54 qui permet effectivement d'inverser un peu la proposition, c'est-à-dire non pas d'imposer des politiques en faveur de la santé, mais de vérifier que des politiques générales n'aient pas d'impact négatif sur la santé et ses inégalités. Donc ça, en France, pour le moment, c'est absolument pas développé. Et puis la deuxième piste, c'est une piste plus proactive où les responsables de santé publique proposent des interventions. C'est ce qu'on va voir maintenant avec trois catégories. Alors la liste est arbitraire, incomplète, je l'assume. Il y a des interventions qui ont été évaluées, qui sont intéressantes et semble-t-il à suivre.
Je prendrai un exemple qui sont d'inégalités qui n'ont pas été prises en compte, et là je prendrai l'exemple du tabac, et puis certaines tâches aveugles, et là je parlerai du système de santé. Alors parmi les interventions évaluées et intéressantes, la piste qu'on avait évoquée, c'est de réduire l'exposition des groupes qui sont surexposés à ces facteurs. Donc deux exemples, le travail et l'habitat, où il y a un certain nombre de travaux qui ne permettent plus, à mon sens, d'attendre. Alors en santé-travail, il est extrêmement bien documenté que les expositions professionnelles, chimiques, physiques, sont le lot très très privilégié des ouvriers, des employés, et que là il y a lieu de faire quelque chose. Donc simplement le Centre international de recherche sur le cancer nous montre que la part des inégalités sociales de mortalité par cancer du poumon, donc c'est la surmortalité attribuable aux expositions professionnelles, est 50%. Donc le tabac n'est pas le seul moyen de lutte contre le cancer du poumon, par exemple. Dans la littérature, on retrouve, et là j'emprunte à une revue systématique récente, un certain nombre d'expériences portant sur la santé perçue, la santé mentale, les blessures et les accidents, relatives au changement d'organisation dans l'organisation du travail. Donc il y a des études concordantes avec des effets positifs sur l'organisation du travail en horaire alterné, qu'il s'agisse de la durée des équipes, les rapidités de changement, le choix de ces horaires. On a aussi des résultats très positifs, notamment sur la santé mentale, le burn-out, lorsque l'organisation du travail a comporté une augmentation de la participation des employés ou des salariés. On a des études concordantes, et je disais que les critères d'efficacité doivent s'élargir, à la suite d'expériences naturelles sur l'effet délétère de l'insécurité de l'emploi. Alors, est-ce que ces revues s'intéressent aux effets directement par niveau socio-économique ? Bien, en tout cas, en ce qui concerne la santé-travail, les 5 revues sur 7, donc ce n'est pas 5 études, c'est 5 revues sur 7, s'intéressent aux effets par niveau socio-économique et montrent que ces changements organisationnels bénéficient surtout aux hommes et aux salariés de faibles niveaux socio-économiques. Donc là, on a un corpus de données qui nous permet d'avancer. En ce qui concerne l'habitat, les études ont été extrêmement nombreuses, ont mobilisé des études d'observation, des expérimentations naturelles, mais aussi des essais randomisés, en s'intéressant à la santé perçue, à la santé mentale, aux blessures et aux accidents, mais aussi donc à l'asthme, au diabète, à l'obésité, au taux d'hospitalisation. Et on a observé que des effets positifs concordants dans les études étaient observés lorsque les locataires qui en avaient besoin bénéficiaient d'aide financière, lorsque on améliorait l'habitat avec l'amélioration de l'éclairage, de l'isolation des infrastructures. Par contre, les rénovations urbaines avaient des résultats plus mitigés. Alors, aucune n'étudie spécifiquement l'effet par catégorie socio-économique, mais bien entendu, les personnes qui bénéficient de cette aide sont au bas de l'échelle sociale. Alors, les facteurs fondamentaux, la petite enfance, donc je crois que cette diapositive m'impressionne toujours. Vous avez 2 groupes d'enfants sur la gauche, à 22 mois. Un groupe d'enfants vers le haut qui réussit assez bien aux tests de développement intellectuel, émotionnel et personnel. Et en bas, un groupe d'enfants qui réussit moins bien. Ce qui est tout à fait impressionnant, c'est que lorsque les parents ont une position socio-économique élevée, vous voyez que ces enfants, lorsqu'ils ont un avantage, le conservent à 5 ans. Lorsqu'ils partent avec un handicap, ils le rattrapent partiellement, alors que les enfants d'un milieu défavorisé, lorsqu'ils ont des performances faibles, les conservent. Lorsqu'ils ont des performances élevées, ils ont tendance à les perdre dans les 5 ans qui suivent. Alors, est-ce que c'est une fatalité ? Non, une étude d'origine canadienne, tout à fait intéressante, qui montre que le mode de garde influe beaucoup sur les résultats de ces enfants. Donc on voit ici qu'en fonction du mode de garde formel, informel ou un mode de garde parental, bien vous voyez que les enfants dont la mère a un niveau d'études faible compensent ce handicap initial lorsqu'ils bénéficient d'un mode de garde formel, c'est-à-dire en crèche, ou informel, mais lorsque le mode de garde est parental, eh bien il conserve ce déficit et que donc le mode de garde permet
lorsqu'il est de qualité, de compenser ces inégalités de départ. Donc là, on a une intervention importante. Je crois que je suis obligé d'un petit peu d'avancer. Donc un exemple dans lequel les inégalités n'ont pas été prises en compte, c'est le tabagisme. Alors en France, on a un gradient social. Vous voyez que les ouvriers fument plus que les cadres et les chômeurs. Chez les chômeurs, on a environ un chômeur sur deux fume, donc un gradient social important. Eh bien, que sait-on? Je vais résumer cette diapositive parce que je suis un peu en retard. Que sait-on? Je cite un auteur de cette revue qui dit finalement, on en sait remarquablement peu sur les effets d'intervention de réduction du tabagisme et le gradient social. Donc je ne vais pas en détail sur cette diapositive, mais on s'est intéressé à différentes mesures et on n'a pas regardé quelle était l'efficacité sur le gradient social. Or, si on regarde le tabagisme, eh bien, il est évident que le tabagisme, j'allais dire, baigne dans les déterminants sociaux, il baigne dans un contexte macro-social économique, réglementaire. Les bénéfices du tabac sont perçus par les personnes en fonction de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail. Et puis la période difficile pour les fumeurs, qui est cette période de tentative d'arrêt, renvoie aux normes du groupe social, au support de l'entourage, et également au sentiment d'auto-efficacité, de contrôle sur sa vie, dont, vous le savez, les racines remontent à la petite enfance. Donc tabagisme, pas d'intérêt pour le gradient social, alors que ce sont des comportements qui en sont imprégnés. Et puis je terminerai par les tâches aveugles. Donc je disais, c'était la troisième piste, favoriser l'accès à un système de soins qui réduise les inégalités de santé. Et je voudrais simplement soulever la question de l'accès secondaire. L'accès secondaire, donc, c'est ce qui se passe après qu'une personne ait eu contact avec le système de soins, ce qui se passe au niveau de l'efficacité dans ce système. Et donc, qui n'est pas concerné ni par l'accès financier aux soins, ni par les remboursements, ni même par la présence des structures sanitaires. Ici sont les résultats d'une étude chez les diabétiques en France, où vous voyez que le contrôle glycémique est d'autant plus insuffisant que le niveau d'étude est faible, que les consultations spécialistes sont moins fréquentes pour un niveau d'étude faible, mais vous voyez aussi que si on regarde les fonds d'œil, ce qui est une prérogative du système de santé, des professionnels de soins qui prescrivent les fonds d'œil, ce n'est pas les patients qui le font, eh bien vous voyez qu'on a aussi un gradient, c'est-à-dire que des gens qui ont des niveaux d'études supérieurs ont 2 fois plus de fonds d'œil que les autres, et ceci, c'est la réaction du système de santé. Donc la question qui vient, c'est est-ce que le système de santé fournit des soins de la même qualité à l'ensemble de ses patients? Voilà des résultats qui sont récents de notre équipe. Et on s'est intéressé à la surestimation de l'état de santé des patients par le médecin en fonction de la distance sociale perçue par le médecin. Autrement dit, plus un médecin se sent d'une catégorie supérieure, d'une catégorie sociale supérieure à celui du patient, plus il a tendance à surestimer l'état de santé de son patient et par conséquent à moins reconnaître d'éventuels besoins de soins. Donc là, c'est une tâche qui est une piste qui n'a pas été explorée, mais qui semble, en ce qui me concerne, mériterait de l'être. Donc pour conclure, je dirais qu'en effet, on manque d'études de qualité sur les interventions de réduction des inégalités sociales de santé. On a un effort pour affiner les critères et pouvoir donner des recommandations alors même que l'ensemble des critères de qualité, comme par exemple en industrie pharmaceutique, n'est pas présent. D'ores et déjà, sur un certain nombre de déterminants de la santé, je crois le travail, l'habitat, la petite enfance, on a un ensemble de données qui sont en cohérence entre les études d'observation et les études d'intervention et qui ne devraient pas retarder la mise en œuvre de programmes de réduction de ces inégalités. On a un certain nombre de problèmes de santé majeurs comme le tabac, le fonctionnement du système de soins où les questions n'ont pas été abordées. Et puis, je voudrais conclure en disant que la mise en œuvre d'interventions de santé publique nécessite des méthodes, et en tout cas pour la France, c'est quelque chose pour lequel je plaide, c'est-à-dire d'équipes qui soient susceptibles d'aider les professionnels, de travailler avec l'ensemble des acteurs de prévention pour mettre en œuvre de tels programmes. Je vous remercie de votre attention.